Depuis quelques temps, c'est le chaos total sur le marché de l'immobilier. Et pourtant, même si la crise est là, on pouvait penser qu'avec la loi anti-Airbnb votée dernièrement, ainsi que la destruction du statut LMNP, le gouvernement allait s'arrêter là et nous laisser tranquilles. Eh bien, on avait tous tort. Avec ce qui vient de se passer cette semaine, là, je pense clairement que l'État est en train de planter un pieu dans le cœur des propriétaires. Réglementation, taxes et impôts. Ces mots sont désormais les mots préférés de notre gouvernement, et pour nous, ça signifie juste la mort. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va donc analyser ce qui s'est passé cette semaine en détail. Mais déjà, comme d'habitude, si ce contenu te plaît, abonne-toi à la chaîne et lâche également un like et un commentaire, c'est excellent pour le référencement et ça m'aide énormément. Et sans plus attendre, on se retrouve derrière l'écran. Donc voici donc les différents points qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va commencer par l'augmentation des frais de notaire. Donc on a eu l'annonce que ça allait augmenter. Donc Michel Barnier, Premier ministre, a annoncé une augmentation temporaire de 0,5 points des droits de mutation à titre onéreux, donc ce sont les frais de notaire, les DMTO, pour une période de 3 ans. Bon, la période de 3 ans, on sait ce qui va se passer, ça va durer ad vitam aeternam. C'est comme on se souvient les autoroutes qui devaient être gratuits une fois que ça serait payé, bon, c'est toujours payant et c'est payé depuis bien longtemps. Donc automatiquement, ça va avoir un impact sur les frais d'achat immobilier, bien sûr, parce qu'à l'heure actuelle, donc 7 à 8% du prix d'achat, donc pour l'ancien, bien sûr, ce sont les frais de notaire, et 2 à 3% seulement dans le neuf. Sauf que comme on va le voir par la suite, ça va faire un petit peu mal. Ensuite, donc le but de la mesure, c'est quoi? Eh bien, cette hausse vise à générer 1 milliard d'euros de revenus pour les départements afin de compenser la chute de 22% des recettes due à la baisse des transactions immobilières causée par la hausse des taux de crédit entre 2022 et 2024. Ok, je veux bien, il y a peut-être ça, mais il y a aussi peut-être toutes les réglementations à la con qui ont été mises en place. Ça, faut peut-être les prendre en compte aussi. C'est peut-être surtout à cause de ça que derrière, on peut plus emprunter, les prix, ils crèvent le plafond. Les primo-accédants, personne ne peut acheter, et le marché, en gros, est à la baisse. Mais bon, visiblement, le gouvernement n'est pas prêt de se remettre en question, et eux, ils préfèrent taxer, taxer et encore taxer. Bref, donc là, en gros, les départements, eux, ils veulent une augmentation carrément d'1%, donc pour passer de 4,5 à 5,5%. Oui, parce qu'en fait, je te le mettrai au montage, mais les frais de notaire, en gros, ce sont pas réellement des frais de notaire. Comme on dit, là, ce sont des droits de mutation, et ça va plus au gouvernement qu'au notaire. Et donc, c'est réparti en différentes tranches. Et en gros, ils veulent l'augmenter parce que ça constitue entre 15 et 20% de leurs revenus totaux. Donc bien sûr, hein, ils veulent en avoir toujours un petit peu plus pour le dépenser n'importe comment. Donc ensuite, comme on se souvient, le gouvernement Attal voulait exonérer donc les primo-accédants qui achetaient des biens inférieurs à 250 000 euros, il voulait les exonérer de frais de notaire. Sauf que bien sûr, ça n'avait pas été fait. En soi, ça aurait pu doper l'économie, ça aurait pu être très intéressant. Bah oui, mais non, parce que là, le gouvernement perdait de l'argent, il faut surtout pas faire ça. Donc automatiquement, ça veut dire quoi pour les jeunes et pour les primo-accédants? Eh ben ça veut dire qu'ils peuvent emprunter encore un petit peu moins, parce qu'il faut mettre plus d'argent pour les frais de notaire. Et en plus, on observe qu'à l'heure actuelle, la plupart des banques sont quand même assez réticentes à l'idée de financer les frais de notaire. Donc il faut les mettre de sa poche. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, déjà, les banques demandent à peu près 10% du montant du bien pour financer le bien. Oui, sauf qu'ils demandent également à peu près 10% aussi. Ça, ce sont pour les frais. Donc pour un bien à 200 000 euros, on se retrouve très rapidement à 40 000 euros d'apport demandés par les banques. Donc là, comme on le voit, pour un bien à 200 000 euros, ça fait 1 000 euros de frais supplémentaires. Et pour une baraque à 300 000 euros, ça fait 1 500 euros en plus. Et cet argent, il faut le sortir de sa poche. La plupart du temps, cet argent, il n'est pas financé. Donc quand on voit un peu le temps qu'il faut mettre pour économiser 1 000 euros quand on est une personne standard, bah, automatiquement, ça fait hyper mal de se prendre ça en plus quand on est juste un jeune et qu'on achète sa première résidence. Donc bah, automatiquement, comme je le disais, bah, les achats ont du mal à se financer. Donc automatiquement, le marché se retrouve bloqué parce que tous les jeunes n'ont pas forcément papa et maman pour les soutenir financièrement derrière. La plupart, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. Donc quand on voit au niveau des stats que l'épargne moyenne des Français, c'est 6 000 euros, bon bah on comprend très rapidement que ça va être compliqué d'acheter des biens immobiliers si toutes les taxes derrière augmentent. Et pour finir, bon bah c'est tout le secteur immobilier qui se pose la question de comment ça va se passer par la suite et est-ce que cette annonce va vraiment bloquer le marché en soi et plus personne va vouloir acheter. Et c'est même pas va vouloir acheter, c'est va pouvoir acheter. Parce que ça c'est marrant, parce que les taux d'intérêt baissent un petit peu, mais à chaque fois que les taux d'intérêt baissent, on met une nouvelle taxe, hop, pour augmenter. C'est comme avec l'essence. Ah, le prix du baril, il baisse un peu, on remet les taxes,
et ça augmente toujours. Mais bref, on habite en France, donc on sait à quoi s'attendre. Passons maintenant donc à la deuxième annonce de la semaine, et qui est l'instauration d'une nouvelle taxe d'habitation. Ah oui, parce qu'après l'avoir supprimée et avoir augmenté le foncier de malade, eh bien on va remettre une taxe d'habitation, comme ça tous les propriétaires se retrouvent niqués. Bon, au passage, même les locataires là vont se retrouver niqués. Tout le monde a fait ses trucs, tout le monde se retrouve bloqué, et on est obligé de payer. Donc en l'occurrence, cette taxe, ça s'appellerait taxe sur la résidence. Et ça concernerait donc les propriétaires, mais aussi les locataires. Donc c'est bien, parce que comme ça, ils gagnent des deux côtés. Donc comme j'expliquais, bon bah voilà, ça va être un retour de la taxe d'habitation. Elle s'appellera pas comme ça, mais ça sera la taxe d'habitation. Et l'excuse, c'est quoi? Ah bah oui, mais il y a eu des pertes pour les collectivités territoriales. Le gouvernement Catherine Vautrin a exclu tout retour de la taxe d'habitation, mais envisage une nouvelle contribution. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle contribution pour équilibrer vos finances? La réponse est oui, ça faisait déjà partie des propositions de l'AMF. Ah oui, mais du coup, il fallait peut-être y penser avant de supprimer la taxe d'habitation et avant d'augmenter comme ça la taxe foncière. Parce que si on augmente énormément la taxe foncière, il y a beaucoup moins de personnes qui vont acheter de l'immobilier. Donc s'il y a moins de personnes qui achètent de l'immobilier, il y a un turnover sur le marché moins important et automatiquement, il y a beaucoup moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et ça, c'est logique. Il y avait juste besoin de réfléchir 2 minutes, et ça, on le comprenait. Donc, comme il est écrit ici, en 2019, la dernière année où la taxe d'habitation était en vigueur, elle avait généré plus de 22 milliards d'euros, donc 15,2 milliards pour les communes. Malgré les promesses de compensation par le gouvernement, les collectivités peinent à équilibrer leurs finances. Comme je l'ai expliqué juste avant, il fallait juste réfléchir 2 minutes et on aurait vu que c'était pas viable. Ce à quoi nous avons donc eu droit à une proposition de notre cher Jean-François Copé, au passage, un bon traître à la nation, hein, on ne l'oublie pas. Le maire de Meaux, Jean-François Copé, suggère une taxe sur la résidence qui remplacerait la taxe foncière et s'appliquerait aussi bien aux propriétaires qu'aux locataires, sauf pour les ménages les plus modestes. Bon, les ménages les plus modestes, en gros, c'était au RSA, c'est tout. Et là, il dit, ça remplacerait la taxe foncière. Non, ça viendra en plus de la taxe foncière. Parce qu'à aucun moment au niveau du gouvernement, il a été suggéré que ça vienne à la place de la taxe foncière. Ça vient en plus. Et en l'occurrence, l'argument, c'est l'équité fiscale. Donc l'idée est de rendre la fiscalité plus équitable, puisque les locataires ne paient pas la taxe foncière, mais bénéficient des services et des équipements publics. Ensuite, on a donc eu la ministre du Partenariat avec les territoires, qui a rejeté le retour de la taxe d'habitation sur résidence principale, mais souligne la nécessité de réfléchir à une forme de participation pour les résidents, qui avait un nom qui avait été évoqué, c'était la taxe sur les communes, ou un truc comme ça que j'avais entendu. Certains élus rivalisent d'inventivité pour augmenter les impôts. La hausse de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires est par exemple évoquée, et l'idée d'un retour de cette taxe supprimée en 2023 pour les résidences principales fait également son chemin. De quoi inquiéter les propriétaires immobiliers. Mais il faut bien se dire un truc, c'est que même si c'est enveloppé de jolis mots, en soi, on va juste se faire niquer, c'est tout ce qui va se passer. Il faut pas oublier que la dette de la France est grandissante chaque jour, donc là, faut qu'ils trouvent du pognon absolument, donc automatiquement, ils vont pas faire des cadeaux et ils vont juste nous plomber jusqu'au bout. Donc évidemment, suite à ces annonces, on a un député LFI qui a pris la parole, donc il soutient le rétablissement de la taxe d'habitation, mais seulement pour les 20% des ménages les plus riches. Bon, c'est toujours ça, hein. Mais faut pas oublier qu'en France, si vous touchez plus de 3000 et quelques euros, vous êtes considéré comme riche. Bon, tu fais pas grand-chose avec 3000 et quelques euros, hein. Mais non, t'es considéré comme riche, donc tu devras payer. Donc par chance, cette proposition a été écartée par Catherine Vautrin, mais on sait jamais, ça peut quand même arriver. Donc là, désormais, la prochaine étape, c'est une consultation avec tous les élus locaux pour voir s'ils mettent ça en place ou non. Et surtout, s'ils mettent en place, quelles seront les modalités d'application de cette nouvelle taxation. Et pour finir, je suis tombé sur un article donc de Capital qui parlait de l'offre locative en baisse à Paris sur l'année 2024. On avait quand même une baisse de 55% de l'offre locative, donc c'est pas rien, hein. On divise par 2 le nombre de logements disponibles. Donc, entre janvier 2021 et septembre 2024, l'offre de logements à louer à Paris a chuté de 55%, ce qui rend par conséquent la location dans la capitale extrêmement difficile. C'est également un phénomène qui touche d'autres villes comme Lyon. Et ça va nous amener directement au point suivant, parce que
C'est très marrant, mais c'est quoi le point commun entre toutes ces villes, entre Paris, Lyon, Rouen, Marseille? À chaque fois, c'est les politiques publiques qui sont menées. Quand je parle des politiques publiques, je parle du DPE, je parle de l'encadrement des loyers, je parle de la hausse de la taxe foncière. Toutes ces réglementations, toutes ces taxes, tous ces impôts qui sont mis en place pour contraindre les propriétaires, automatiquement, au bout d'un moment, plus personne n'a envie de louer, et c'est tout sauf rentable de louer. Et comme on le voit en plus à l'heure actuelle avec toutes les affaires de squat, de dégradation, de loyers impayés, automatiquement, les personnes qui achètent de l'immobilier locatif, ce sont souvent des personnes qui ont plus de 40 ans, et c'est des personnes qui regardent la télé et qui ont facilement peur. Donc, ils n'ont pas envie de se lancer dans des projets où ils vont être emmerdés derrière, avoir des squats et tout ça, et au final, perdre de l'argent au lieu d'en gagner. Et puis, il y a autre chose aussi que j'ai pas noté, mais qui est quand même intéressant d'en parler, c'est le prix des travaux. À l'heure actuelle, il y a des endroits autour de mon secteur où il revient plus cher de faire des travaux plutôt que d'acheter un bien neuf. C'est ça qui est abusé. Le bien neuf, il est, on va dire, à 2000 € du mètre carré, sauf que les biens, disons, dans l'ancien, sont à 1500 € et il y en a pour au moins 1000 € du mètre carré à faire les travaux. Et automatiquement, en fait, c'est pas rentable du tout et on se retrouve avec un coût de rénovation qui est carrément plus élevé plutôt que d'acheter neuf direct et du coup, ne pas s'emmerder. Mais bref, pour finir, on a l'encadrement des loyers. Donc ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Comme j'ai écrit, c'est une mesure contre-productive sur laquelle la plupart des économistes s'accordent. Cela entraîne une diminution de l'offre et une stagnation du marché. Il suffit de regarder les autres pays qui ont fait ce choix dans le passé pour comprendre que ce n'est pas viable. Ça, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, l'encadrement des loyers, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est le truc le plus contre-productif qui peut être fait. Quand on voit par exemple au niveau de l'indice de revalorisation des loyers, qui est de 3,5%. Donc on ne peut pas augmenter son locataire de plus de 3,5% de ce qu'il paye déjà. Alors qu'on a une inflation à 7%. Et dans des villes comme Paris, une taxe foncière qui augmente de 63%, automatiquement, on se retrouve complètement lésé en tant que propriétaire. Donc oui, s'il y a un encadrement des loyers, eh bien personne ne veut investir. C'est logique. Et c'est pour ça, personnellement, que j'ai totalement arrêté la location longue durée et que je me concentre désormais que sur la location courte durée haut de gamme. Pas la location courte durée standard, vraiment la haut de gamme, où j'arrive à sortir 4-5 000 € avec un seul appart. Alors c'est sûr, on va me dire, ouais, mais à cause de toi, il y a moins de logements sur le marché parce que toi, t'en fais juste un business. Mais on n'a pas le choix. Si on se contente de faire de la location standard, on ne fait pas d'argent, on en perd, et en plus, on est emmerdé du matin au soir. Et quand c'est pas par les locataires, on est emmerdé par le gouvernement, par tout ce qu'on doit payer. Donc automatiquement, oui, moi personnellement, je préfère me concentrer sur une activité commerciale. Et donc pour finir, les solutions qui seraient à apporter, selon moi, ce serait une libéralisation totale du marché. Donc on supprime toutes les régulations, comme par exemple a pu le faire Javier Milei en Argentine, relançant ainsi le marché immobilier. On l'a vu, le mec en Argentine, il arrive au pouvoir, 3 mois plus tard, l'immobilier par exemple à Buenos Aires ne s'est jamais aussi bien porté. Pourquoi ? Parce qu'il a supprimé toutes les réglementations, il n'y a pas d'encadrement des loyers, il n'y a plus de DPE, il n'y a rien. Le mec, il a tout supprimé. Oui, automatiquement, quand tu supprimes tout, eh bien les gens, ils investissent de nouveau, parce que ça devient de nouveau intéressant. Et ils peuvent gagner de l'argent. Et on aurait également besoin donc d'une réforme profonde. Donc changer drastiquement de politique et arrêter de mettre des taxes, des réglementations partout. Les collectivités devraient au contraire faciliter la vie des propriétaires en leur permettant de construire, louer, diviser beaucoup plus facilement. Parce que tant qu'on mettra des réglementations partout, il y aura de moins en moins de logements sur le marché. Clairement, ça sera de pire en pire et il y aura de plus en plus également de mal logement. Bref, j'espère que je t'ai pas trop démoralisé avec tout ce qui s'est passé cette semaine. Mais si t'as quand même toujours l'envie d'investir, je t'invite comme moi à partir sur les stratégies dites d'hyper rentabilité. Parce que selon moi, le marché classique de l'immobilier, il est complètement mort. Donc si tu veux en savoir plus sur mon activité, jette un œil à l'ebook qui est totalement gratuit dans la description de la vidéo. Je t'invite également à me donner ton avis sur ce qui s'est passé cette semaine dans les commentaires et je serai heureux de débattre avec toi. Et je t'invite aussi à lâcher un abonnement ainsi qu'un like, c'est excellent pour le référencement. Moi, comme je t'ai dit en début de vidéo, ça m'aide énormément. Et je te dis à plus, salut!